Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler de fiscalité. Alors je sais que la fiscalité, on va dire que ça fait très mal à la tête. On se dit toujours, ben voilà, est-ce que je dois faire de la location nue, de la location meublée, est-ce que je dois faire de la SCI, est-ce que on entend LMNP, LMP, on entend foncier, micro-foncier, BIC, micro-BIC. Finalement, comment on fait pour se retrouver dans tout ce tas de... Voilà, le but n'est pas de te faire un cours de fiscalité, mais essayer en tout cas de t'aider à y voir plus clair. Et j'espère en tout cas à la fin de cette vidéo que tu me diras que j'ai réussi mon pari. C'est parti, jingle! Alors avant bien sûr de te dire quel est le meilleur régime fiscal pour toi, on va essayer un petit peu de les énumérer et de t'expliquer un petit peu la différence pour que tu comprennes. Alors déjà d'un côté, tu vas avoir ce qu'on appelle la location nue. Donc dans la location nue, tu vas retrouver donc ce qu'on appelle le foncier. Donc le foncier, ça va être quoi? D'un côté, tu vas avoir ce qu'on appelle le micro-foncier et de l'autre côté, tu vas avoir donc le foncier au réel. La différence entre les deux, en fait, c'est que dans la location nue, donc la location nue, ce qu'on appelle la location vide de tout meuble, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, tu loues un appartement où le locataire va meubler l'appartement et c'est lui en fait qui va donc amener l'intégralité des équipements à l'intérieur du logement, mais pas toi. À ce moment-là, quand tu vas donc louer un logement en nu, le bail déjà va durer pendant 3 ans, il va se reconduire de manière tacite tous les 3 ans, donc ça c'est un élément important quand même à citer. Et en plus de ça, c'est lui qui amène les meubles. Donc là-dessus, comment ça fonctionne au niveau de la fiscalité? Au niveau de la fiscalité, tu vas avoir deux choix, le micro-foncier et le foncier au réel. Dans le micro-foncier, tu vas avoir ce qu'on appelle un abattement de 30% sur le revenu en fait généré par la location non meublée. Donc c'est-à-dire que si par exemple à l'année tu as 10 000 € de revenus locatifs, tu vas donc enlever 30% de ces revenus locatifs et il va te rester donc 70% de cette somme. Donc là on va partir sur un exemple concret, 10 000 € sur lequel j'enlève 30%, donc 3 000 €, il va me rester donc 7 000 € sur lequel je vais être imposé. Comment fonctionne cette imposition? Les 7 000 € qui vont rester en fait à être imposés, tu vas avoir donc ce qu'on appelle sur les revenus du foyer fiscal, donc c'est-à-dire les revenus de monsieur et madame ou de monsieur ou madame et madame, peu importe, mais en tout cas sur le revenu du foyer fiscal, donc toutes les personnes aujourd'hui qui sont sur la même fiche d'imposition dans le foyer, on va avoir ce qu'on appelle une TMI, une tranche marginale d'imposition. Donc cette tranche marginale d'imposition, tu peux très bien être à 11%, comme à 30%, comme à 41%, comme à 45%. Donc ça, c'est la tranche en fait plafond en fonction de tes revenus que tu as générés sur l'année. Plus tes revenus sont élevés, plus tu obtiens en fait des tranches qui sont supérieures et plus ta tranche est supérieure et plus tu te feras bousiller par les impôts. Donc comment ça va se passer si par exemple tu es dans une tranche marginale d'imposition à 30%? Les 7 000 € qui va rester, tu vas donc avoir 30% de cette somme à payer en impôts, plus... N'oublie pas que c'est jamais terminé avec l'État, plus les prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, qui elle sera de 17,2%. Donc ce qui veut dire que sur les 7 000 € restants, tu ne seras pas imposé à 30%, mais bien à 47,2%. Donc on va arrondir à 50%. Donc tu vas payer 3 500 € d'impôts. Pourquoi pour moi c'est un mauvais choix? C'est-à-dire que si par exemple tu as 10 000 € de revenus locatifs à l'année, et en admettant que tu aies fait une bonne affaire et que tu aies 7 000 € de crédit, il va te rester donc seulement 3 000 € de bénéfices, auxquels tu vas venir déduire 3 500 € d'impôts, et finalement tu as gagné 0 et tu as même 500 € de déficit. Donc comprends, pour moi aujourd'hui ce type de fiscalité n'est vraiment pas du tout la bonne option, mais au moins tu veux voir un petit peu plus clair. Donc là on parlait du micro-foncier. De l'autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle le foncier au réel. Le foncier au réel va être un petit peu plus intéressant à condition bien sûr d'avoir des travaux à déduire. Tout en sachant que dans la partie location nue, donc dans la partie revenu foncier, tu ne pourras pas déduire l'intégralité de tous tes travaux, mais uniquement les travaux de rénovation. Pas les travaux d'aménagement, pas les travaux de construction. Donc si jamais tu achètes un bien dans lequel il y a des combles à aménager, pas déductible. Si jamais tu commences à casser et créer une pièce supplémentaire, pas déductible. Si jamais tu veux donc poser un permis de construire et faire une extension, pas déductible. Donc comprends bien qu'aujourd'hui tu vas être très limité dans les travaux que tu vas pouvoir déduire et donc forcément le déficit que tu vas avoir imputé sur ton bénéfice taxable va être amoindri. Mais cela étant dit, voilà quand même comment ça fonctionne. Si aujourd'hui par exemple tu as 10 000 € de revenus locatifs, donc de la location vide de tout meuble, donc de la location nue, tu vas donc avoir ces 10 000 € moins l'intégralité de toutes les charges que tu peux déduire. Donc tu vas avoir d'un côté les intérêts d'emprunt, tu vas avoir les travaux, tu vas avoir les différents frais liés justement au fonctionnement du bien, tu vas avoir donc la taxe foncière, tu vas avoir tous les éléments en fait justement que tu vas pouvoir déduire sur le fonctionnement et sur la mise en location de ton bien. Donc tout ça, tu vas avoir un déficit qui sera plafonné à 10 800 € et reportable sur 10 ans.
d'accord? Après passer ces 10 ans, forcément, tu ne pourras plus rien faire, donc ça sera peut-être le moment de vendre. Donc voilà aujourd'hui en tout cas pour ce qu'on appelle la location vide de tout meuble et ce qu'on appelle donc les revenus fonciers. D'un côté donc le micro-foncier et de l'autre côté le foncier au réel. On va passer tout de suite à ce qu'on appelle la location meublée. Donc quand on passe en location meublée, d'un côté on va avoir ce qu'on appelle le micro BIC donc, et bien sûr le BIC au réel. BIC, ça veut dire en fait qu'on passe dans un autre registre, bénéfice industriel et commercial. Donc ça veut dire que d'un côté il y a les revenus fonciers et d'un autre côté les revenus BIC. Donc ça c'est deux choses complètement différentes parce qu'à partir du moment où tu fais de la location meublée, on considère que, on va dire que tu vends un peu de service, hein, d'accord, puisque tu as des meubles, tu as une cuisine, tu as de l'aménagement, donc automatiquement tu passes considéré comme un professionnel. Aujourd'hui, on ne va pas parler du LMP, on va parler uniquement du LMNP puisque c'est ce qui est le plus utilisé par justement les investisseurs immobiliers et comme ça, tu vas comprendre un peu le fonctionnement. LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Ça veut dire qu'à la fois, tu vas pouvoir profiter d'un système fiscal allégé tout en étant considéré, on va dire, comme un non professionnel mais en ayant tous les avantages et je vais t'expliquer comment. Déjà le premier avantage donc de la location meublée, tu vas avoir, au lieu d'avoir par exemple, rappelle-toi tout à l'heure, hein, micro BIC, enfin micro foncier 30% d'abattement et après foncier au réel. Dans la différence micro BIC et le BIC au réel, c'est que dans le micro BIC, tu vas pas avoir 30% mais 50% d'abattement. Ce qui va te permettre justement déjà dès le départ d'être beaucoup plus rentable en termes de fiscalité puisque on parle quand même de 20%. Tout en sachant que là tu pourrais me dire ouais mais Jérémy tu sais il va y avoir des meubles à acheter etc, il va y avoir d'autres dépenses. Oui mais ces dépenses là sont déductibles aussi également de ton bénéfice taxable donc vont réduire ton imposition et bien sûr le fait de te meubler un appartement et de l'équiper tu vas permettre de le louer entre 15 et des fois 20 jusqu'à même 25% plus cher que le prix du marché. Alors là, tu te dis 25%, c'est un fou, mais suivant la déco que tu fais, suivant le service que tu vas donner, je te promets que tu peux louer beaucoup plus cher que le prix du marché en faisant ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc d'un côté, tu vas être plus rentable à la location puisque tu vas louer plus cher, mais surtout au niveau de l'imposition, tu vas payer beaucoup moins cher. Donc là, on va reprendre le calcul de base avec 10 000 euros de revenus locatifs. Si tu as 10 000 euros moins 50%, tu seras donc taxé sur les 50% restants, donc 5 000 au lieu de 7 000 pour les revenus fonciers. Et donc sur ces 5 000 euros, tu vas donc payer pareil, tranche marginale d'imposition, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, 11, 30, 41 ou 45, plus bien sûr les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Donc là, tu vois, au lieu de 3 500, tu serais donc à 2 500 euros d'imposition. Donc déjà, ici, on voit que le meublé est déjà beaucoup plus rentable. De l'autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle le BIC au réel, d'accord? Donc le BIC au réel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir amortir et déduire l'intégralité en fait de tous les frais, sauf que tu vas voir que la différence avec les revenus déduits dans le meublé, c'est que tu vas avoir beaucoup de choses à déduire en supplément que tu ne peux pas faire dans les revenus fonciers. Donc déjà la première chose que tu vas pouvoir déduire, c'est tous les travaux de construction, d'aménagement. Et aujourd'hui, quand tu vas acheter un bien, le but de l'investissement immobilier, c'est d'acheter un bien avec énormément de travaux, un bien que personne ne veut, en faire une pépite et automatiquement le vendre plus cher, le louer plus cher, etc. Pour ce faire, il va falloir que tu pètes des cloisons, que tu redispatches le bien. La plupart du temps, tu vas acheter des maisons à diviser ou des immeubles de rapport que tu vas rediviser pour pouvoir créer des logements supplémentaires, des pièces supplémentaires. Ça, tu vas pouvoir le déduire. Tu vas pouvoir déduire aussi tes frais de notaire, tu vas pouvoir déduire les frais d'agence, tu vas pouvoir déduire, par exemple, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, pour aller sur ton immeuble, tu vas payer tes frais de gasoil, ton ticket de gasoil, tu vas pouvoir le déduire. Tu as besoin d'un ordinateur pour gérer ton bien, tu vas pouvoir acheter un ordinateur avec le compte de ton entreprise, même si c'est pas une entreprise, mais tu auras quand même un numéro de tirette. Donc tu vas pouvoir en fait intégrer cette facture. Tu vas pouvoir intégrer ta facture de téléphone si elle t'est utile, par exemple, pour appeler les différents locataires. Donc tu vas pouvoir en fait déduire énormément de choses qui va te permettre justement d'alléger ta fiscalité et donc automatiquement d'être pour moi beaucoup plus rentable. Mais c'est pas tout. Alors bien sûr, si tu passes au réel, tu auras une obligation bien sûr de comptabilité, donc tu seras obligé de passer par un expert comptable qui va te coûter de l'argent et tu seras aussi redevable de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Bon, en moyenne la CFE, il faut qu'on entre 250 et 350 euros par an. Et après sur l'expert comptable, par immeuble, entre 500 et 1500, tout dépend de l'expert comptable, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'expert que tu vas trouver. Mais en tout cas, à peu près en moyenne, c'est ce que ça va te coûter. Mais tous ces frais rajoutés, tu vas louer plus cher et surtout, tu ne vas plus payer d'impôts pendant entre 7 à 10 ans. Pourquoi? Parce que dans la partie des revenus en fait générés par la location meublée, dans laquelle tu vas être obligé bien sûr de meubler ton logement, tu vas avoir en fait ce qu'on appelle l'amortissement de la VNC, de la valeur nette comptable du bien. Donc, tu vas pouvoir déduire tes meubles, tu vas pouvoir déduire donc tes travaux, mais également les travaux, les frais de notaire et tout ce que je t'ai cité, taxes foncières, eau, électricité, hein, je ne t'ai pas tout détaillé, assurance, mais bien sûr, tu peux déduire l'intégralité de tous les frais. Mais également, en fait, dans la partie des revenus meublés, donc en LMNP
et au réel, tu vas pouvoir déduire ce qu'on appelle la VNC, la valeur nette comptable du bien. Alors qu'est-ce que c'est la valeur nette comptable du bien? Considère qu'en fait ce bien par exemple que tu as acheté 200 000 euros, d'accord? L'État français va considérer au niveau fiscal que ce bien-là va en fait se déprécier avec le temps jusqu'à disparaître comptablement. C'est-à-dire que si par exemple le bien vaut 200 000 aujourd'hui, ils considéreront que dans 20 ans, le bien en fait va se déprécier, donc c'est-à-dire va pourrir, hein, on va dire, hein, voilà pour faire simple, pourrir jusqu'à disparaître comme une pomme par exemple qui commence à pourrir, petit à petit elle va se réduire, s'atrophier jusqu'à en fait disparaître complètement, d'accord? Pour eux en fait c'est exactement la même chose au niveau fiscal. On va considérer que le bien vaut 200 000 et que aujourd'hui, l'année prochaine on va déduire 10 000 euros, donc il vaudra 190, l'année d'après il vaudra 180, l'année d'après il vaut 170, etc. jusqu'à valoir 0. Alors qu'est-ce que c'est cette valeur nette comptable et ce déficit, à quoi il sert? L'avantage en fait de ce déficit, c'est qu'il n'est que comptable. En fait, il n'existe pas, tu ne perds pas d'argent tous les mois. Mais par contre, cette somme par exemple de 10 000 euros supplémentaires, ça va être une somme que tu vas pouvoir venir en fait déduire de ton bénéfice taxable. Si par exemple, une fois que tu as déduit tous tes frais, etc., tu as tout déduit, il te reste 10 000 euros par exemple de revenus locatifs, d'accord? Et que tu as acheté un bien à 200 000 euros, sachant que le comptable va diviser 200 000 par 20 ans, et il va avoir 10 000 euros à amortir chaque année, d'accord? Je te le fais simple, c'est un peu plus compliqué, mais je te le fais simple pour que tu comprennes. Ces 10 000 euros par exemple, la première année, tu as 10 000 euros de bénéfices en plus à te faire taxer, tu fais 10 000 euros de bénéfices moins 10 000 euros de déficit comptable, d'accord? Mais tu as toujours les 10 000 euros, ils restent sur ton compte. Je te parle juste comptable, ça veut dire que comptablement, en fait, tu n'es plus en bénéfice, mais tu as 0. Par contre, il te reste 10 000 euros sur ton compte qui seront exonérés totalement d'impôts. Et ça peut continuer vitam aeternam, alors généralement jusqu'à entre 7 et 10 ans, d'accord? Puisque, comme je t'ai dit, c'est pas exactement le bon calcul, d'accord? C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'essaye de te le simplifier. Comme d'ailleurs les intérêts d'emprunt, tu sais que tu as beaucoup plus d'intérêts, puisque la plupart du temps, ce sont des crédits amortissables. Donc au départ, tu as une grosse part d'intérêt, puis après, elle se réduit. Plus les années passent et plus tu as une grosse part de capital, donc moins tu as d'intérêt, moins tu as d'intérêt à déduire, etc. Les meubles, ça se déduit sur 5 ans. Enfin, voilà. Donc en fait, si tu veux, la plupart en fait des choses à déduire se passent entre les 7-10 premières années. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, dans la location des revenus meublés, donc dans le LMNP, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir en fait bénéficier d'une fiscalité allégée, mais à un moment donné, il faudra aussi prendre une décision. Soit entre 7 à 10 ans, tu décides de revendre, soit tu rachètes des biens avec du déficit pour pouvoir reporter le déficit sur ton parc immobilier, je veux dire. Donc ça, c'est des choses à vraiment bien comprendre. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les pièges du LMNP. Je t'invite à cliquer par-ci ou par-là, elle va peut-être apparaître. Des pièges à éviter parce que effectivement, il y a aussi des pièges et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut se former avant de se lancer en immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas pour moi, les points importants sur la location au meublé. Et une chose aussi importante à retenir. En fait, si tu veux aujourd'hui, quand tu vas revendre ton bien, par exemple dans 10 ans, sachant que tu bénéficies donc dans la location meublée en tant que LMNP, tu bénéficies aussi de l'exonération de la taxe sur la plus-value pour durée de détention. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, enfin déjà à partir de la 6e année, ta taxe sur la plus-value qui est 36,2% au moment de la revente va commencer en fait à réduire jusqu'à disparaître. Et en fait, si tu veux, au bout de la 10e année, tu auras commencé à amortir une partie du montant de cette taxe et donc tu seras amoindri au niveau de la taxe. Et le deuxième avantage, c'est que déjà tu vas payer moins cher en taxe sur la plus-value. Mais le deuxième avantage, c'est que l'amortissement de la valeur nette comptable, donc c'est-à-dire la valeur nette comptable du bien qui elle va se déprécier avec le temps, ne compte pas pour le calcul de la taxation de la plus-value. Alors je sais, ça devient un peu compliqué, mais en fait en gros, par exemple en SCI à l'IS, que je vais t'expliquer juste après, en SCI à l'IS, en fait, quand ta plus-value va s'amortir, donc c'est-à-dire que si dans 10 ans ton bien vaut 0, d'accord, enfin dans 20 ans, si ton bien vaut 0 euros, mais que le bien que tu as acheté de 200 000 vaut 400 000 dans 20 ans, par exemple, ta plus-value sera égale à la valeur nette comptable moins le montant du prix de cession. Donc c'est-à-dire que tu seras taxé sur les 400 000 euros, d'accord? Alors que là, en l'occurrence, même si tu as bénéficié de l'amortissement de la taxe, enfin de la valeur nette comptable du bien, demain ton bien, même s'il vaut 0 et que tu le vends 400 000, la plus-value sera égale uniquement à la différence entre le prix d'acquisition, donc le prix que tu as acheté, moins le prix de cession. Donc ça te permettra en fait de quand même bénéficier de plusieurs avantages. C'est pour ça que c'est limité, d'ailleurs je vais te donner les calculs maintenant. Les revenus en fait LMNP sont limités donc à 23 000 euros de revenus par an, donc toutes charges comprises, ok? Ou alors il ne faut pas dépasser les revenus du foyer fiscal. Ça veut dire que si jamais tu excelles les 23 000 euros en revenus locatifs et que monsieur et madame, à tous les deux, vous gagnez 40 000, tu pourras aller jusqu'à 40 000 sans passer en LMP, loueur meublé professionnel. Si jamais d'accord, monsieur et madame gagnent 60 000, tu pourras aller jusqu'à 60 000. Bien sûr, si monsieur et madame sont en dessous des 23 000,
Dès que tu dépasses les 23 000, tu bascules tout de suite dans un autre régime. Donc attention, le bien prendre en connaissance. D'accord? Donc voilà pour la partie LMNP, donc les micro BIC et donc le BIC au réel. Et maintenant, on va passer donc sur la troisième chose, sur la SCI à l'IS, qui est pour moi aujourd'hui un des meilleurs leviers, en tout cas quand on commence à accélérer un petit peu. D'un côté, tu vas avoir la SCI à l'IR, la SCI à l'IS. Donc la SCI à l'IR, et la différence entre les deux, c'est que d'un côté, tu vas avoir une imposition qu'on va dire opaque et de l'autre transparente. Alors, quelle est la différence entre les deux? SCI à l'IR, on va dire transparente, c'est-à-dire qu'en fait, la SCI à l'IR est ni plus ni moins en fait qu'un véhicule qui te permet d'éviter, pour moi, selon moi, l'indivision. L'indivision, c'est-à-dire que j'achète un bien avec un indivisaire, une personne en nom propre, d'accord, sur lequel on est propriétaire tous les deux à hauteur de nos quotes-parts, peu importe, mais encore une fois, il n'y a pas de réellement de division, c'est une annonce qu'on fait en fonction de ce qu'on paye au niveau du notaire. Et en fait, si tu veux, la problématique de l'indivision, c'est que nul n'est censé être obligé de rester en indivision. C'est-à-dire que si demain tu veux acheter un bien avec une personne et que elle veut revendre, tu es dans l'obligation de revendre. Donc il y a des clauses que tu ne peux pas mettre puisqu'il n'y a pas de rédaction de statut, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et donc finalement, tu peux te retrouver même indivisaire malgré toi avec les enfants de la personne si jamais c'est une famille recomposée ou avec les frères et sœurs puisque la part de la personne avec qui tu es, si demain vient à décéder, sa part va aller de suite à ses héritiers et tu te retrouveras en indivision malgré toi avec ces personnes-là. Bon, tu vois, il y a plein de choses à savoir, mais pour éviter ça, beaucoup de personnes font de la SCI. Donc on va dire la SCI à l'IR, c'est exactement la même chose que je t'ai parlé tout à l'heure pour les revenus fonciers, hein, d'accord, exactement pareil, sauf qu'en fait on met une SCI par-dessus qui permet justement de rédiger des statuts, de faire des choses pour se couvrir mutuellement en cas de décès, pour mettre des clauses qui permettront justement d'empêcher l'autre de décider de vendre, etc. ou de vendre ses parts. Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui permettent de couvrir, mais sinon c'est exactement la même chose, transparence fiscale. Si jamais tu as des impôts, tu as du bénéfice, ce sera soumis à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. En tout cas, c'est exactement la même chose que sur des revenus fonciers. Pareil, d'accord? Ensuite, de l'autre côté, tu vas avoir la SCI à l'IS. Alors la SCI à l'IS, c'est encore autre chose. La SCI à l'IS, en fait, elle va avoir un levier qui est excellent si jamais tu as déjà acheté plusieurs biens en LMNP, par exemple. Tu as acheté plusieurs biens en LMNP, tu as donc eu un parc qui est intéressant et qui arrive en fait au seuil, d'accord? Tu arrives au seuil, admettons monsieur, madame, vous gagnez 40 000 € à l'année, vous êtes à 38 000 € de revenus à l'MNP, bon voilà, il est temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à investir. De l'autre côté, on n'a pas envie d'avoir de l'imposition supplémentaire, donc on ne va pas partir en SCI à l'IR avec de la location nue, tout en sachant que, petite parenthèse, on ne peut pas faire de location meublée dans de la SCI à l'IR. Il y a une tolérance de 5% uniquement, voilà, c'est une petite parenthèse pour ceux qui se posent la question. Et en SCI à l'IS, tu peux tout faire, hein, tout, meublé, commercial, tout, pas de problème. Donc la différence avec la SCI à l'IS, donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la SCI à l'IS, ça va exactement pareil que le LMNP, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Au niveau des avantages, au niveau de tout ce que tu peux déduire, des charges, etc., c'est exactement pareil, d'accord? La différence entre les deux, qui n'est pas négligeable, c'est que tu n'auras pas en fait d'amortissement de taxation sur la plus-value pour durée de détention. Donc là, ça sera vraiment payé plein pot. Et ça sera considéré au même titre que tu fais du bénéfice sur les revenus locatifs ou que tu fasses du bénéfice sur le coût de ta revente. Tu seras taxé en fait sur ces deux tranches, alors tout dépend du montant. La première tranche, ça sera 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices, donc tout en sachant que c'est uniquement sur les bénéfices. Si jamais tu t'arranges à que ta société ne soit pas bénéficiaire mais déficitaire, forcément, tu ne paieras pas. Hein, voilà, mais ça, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que première chose, si jamais par exemple tu fais 100 000 € de plus-value, d'accord, tu vas payer donc 15% jusqu'à 38 120 €, et de 38 120 € à 100 000, tu paieras 28%. Alors à l'heure où je te parle, c'est 28%, ils ont prévu de la descendre encore un peu, mais en tout cas à l'heure où je te parle, c'est 28%. Donc voilà comment ça va se passer, tout en sachant qu'une fois que tu as payé, l'argent reste sur ta société, et si jamais tu veux sortir l'argent de ta société et te le verser, tu paieras donc la flat tax qui sera équivalent à 30%. Okay, donc en fait, si tu veux, la différence entre le LMNP et la SCI à l'IS, au niveau sortie d'argent et au niveau bénéfice, il y aura la première sur cette plus-value où tu seras fortement taxé. En plus d'être fortement taxé, tu seras également fortement taxé puisque tu seras égal à la valeur nette comptable moins le prix de revente, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu veux toucher l'argent sur ton compte bancaire, tu auras donc une double imposition. À la fois, tu seras obligé de payer l'impôt sur les sociétés, donc 15% jusqu'à 38 120 €, plus au-delà 28%, et la flat tax. Si tu veux sortir l'argent et la poser dans ta poche.
Donc voilà un peu la différence de fonctionnement. Par contre, après c'est exactement la même chose que sur le LMNP, tu vas pouvoir amortir tous les frais de notaire, les frais de déplacement, le téléphone, les restaurants, bien sûr, hein, en justifiant que c'est dans le but de l'activité, de la gestion de ton bien ou de ton parc immobilier dans la SCI si jamais tu as plusieurs biens, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc pour moi, aujourd'hui, ce sont les 3 leviers principaux, d'accord? Pour t'expliquer si aujourd'hui, moi, je devais faire quelque chose, on va dire te donner une trame précise pour pouvoir investir en immobilier rentable dans le bon ordre, je commencerai par faire du LMNP au réel, donc me faire accompagner par un expert comptable, élever le maximum de mes revenus en location meublée. Une fois que je suis arrivé en fait jusqu'à un moment où je ne peux plus investir en LMNP, je bascule sur de la SCI à l'IS et je fais de la SCI à l'IS et je commence à réfléchir sur un montage de holding, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, pour pouvoir en fait éviter cette flat tax. La flat tax, tu te rappelles, c'est celle qu'il faut payer pour sortir de l'argent et pour pouvoir le réinvestir. Ben finalement, au lieu de le sortir et de le sortir pour le réinvestir, laisse-le à l'intérieur, renvoie-le dans une autre société et réinvestis avec la société, ce qui permettra de ne pas payer 30% mais 5%. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà en tout cas pour t'éclairer sur les différents régimes, le fonctionnement de chacun, les avantages et les inconvénients. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de détails que ce que je t'ai cité, il y a beaucoup plus de pièges hein, que je t'en ai énumérés, il y a énormément de choses à savoir sur la fiscalité. Je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne parle uniquement de mon parcours, de ce que je connais aujourd'hui en investissement immobilier, de ce que j'ai pu appliquer moi-même. Mes conseils ne sont pas ceux d'un expert, en tout cas pas en fiscalité. Je suis expert en investissement immobilier, donc n'hésite pas à te faire conseiller par un avocat fiscaliste si jamais tu as le besoin, puisqu'il y a vraiment des choses importantes à prendre en ligne de compte, que ce soit sur ta situation matrimoniale, sur tes objectifs, sur des leviers. Il y a plein de choses à savoir et moi-même d'ailleurs je me fais accompagner par un avocat fiscaliste. Je n'ai pas la prétention de l'être, donc hyper important. Cette vidéo n'est pas là pour te diriger dans un régime tel ou tel, d'accord? Donc voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu vois plus clair maintenant sur la fiscalité immobilière. Si jamais bien sûr tu as des questions à me poser par rapport à ce que je t'ai cité, tu les écris juste en dessous. Si jamais bien sûr tu as des sujets de vidéos que tu aimerais que je fasse ou que je traite, n'hésite pas, tu les marques juste en dessous. Tu n'oublies pas bien sûr de t'abonner et de liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye!